échappent. Soigne vos cheveux en les lavant. Il est 10 h du matin, l'heure sacro-sainte du ménage. Premier conseil, madame, évitez le style faussement ménagère. De grâce, pas de papillotes et de tabliers tachés. Évitez enfin la pire de toutes les affectations, le style starlet, c'est-à-dire plumeau et fume-cigarette. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les femmes au foyer, une histoire intime et collective. Ce sont nos mères, nos grands-mères, suivant un modèle idéalisé après-guerre de femmes dévouées à leur famille. Dopées par le consumérisme des 30 glorieuses, ce statut s'est imposé notamment dans les foyers qui permettaient à l'un des deux conjoints de ne pas travailler. Ou plutôt à l'une. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Michel Dominici, réalisatrice de films documentaires et notamment de celui qui est en ce moment à voir sur Arte, l'histoire oubliée des femmes au foyer, disponible sur arte.tv et diffusé sur Arte le 17 mai, c'est-à-dire ce soir. Réalisatrice déjà de Simone Signoret, figure libre de Nadar, le premier des photographes, de Bettina Reims dans La Fabrique des icônes ou encore des suffragettes, ni paillassons ni prostituées. Bonjour Michel Dominici. Bonjour. Bienvenue autour de cette grande table des idées. À vos côtés, un habitué, Philippe Artière, bonjour. Bonjour. Historien, directeur de recherche au CNRS, auteur d'une histoire de l'intime qui vient de paraître au CNRS Éditions. On vous recevait l'an passé, notamment pour votre Peuple du Larzac, paru à la Découverte. Ravi de vous avoir tous les deux aujourd'hui pour cette émission consacrée à l'intime, à la place aussi des femmes au foyer, cette histoire qui est à la fois la nôtre et la leur, intime, collective. On va faire se retrouver ces deux dimensions dans cette discussion autour de votre livre et de votre film, Michel Dominici, Philippe Artière. Une Premier ministre vient d'être nommée. On dit une première ministre, c'est pas courant dans la vie politique française. Un Premier ministre, une Première ministre, Elisabeth Borne, qui a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Allez au bout de vos rêves, leur a-t-elle dit. Ça y est, voilà ce qu'on dit aujourd'hui en 2022 quand on est nommé Première ministre ou Premier ministre pour diriger un gouvernement. On dit aux petites filles, ça y est, vos rêves peuvent devenir réalité. Le mien était celui-ci, il est là, Philippe Artière, une réaction d'historien que vous êtes. La réaction, c'est sur le terme de petite fille, qui est très 20e siècle en fait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'enfants de sexe féminin qui se reconnaissent dans la notion de petite fille. Et immédiatement, je vois une petite fille en rose et un petit garçon en bleu. Et voilà, ça c'est une réaction, disons, de quelqu'un qui a été formé par des historiennes des femmes. Je pense à Michel Perrault, évidemment. Après, quelle tristesse d'en revenir à ce soulignement. C'est ça surtout qui est troublant quand on travaille un peu dans la profondeur historique, c'est qu'on s'aperçoit aussi que cette question de la visibilité, elle se joue sur des terrains différents. Et que effectivement, il y a toute une histoire précédente qu'on oublie. Michel Dominici, comment vous avez interprété ces mots et cette nomination ? Alors, pour ce qui est de la nomination, je me réjouis qu'une femme soit à la tête du gouvernement. En termes de représentation, c'est toujours un soulagement et ça aide de toute façon. Après, malgré ce que Elisabeth Borne a pu dire, une femme n'est pas forcément une féministe. C'est important de le rappeler. Donc, c'est que la moitié du chemin qui est parcouru. Quant aux petites filles, effectivement, on en parlait tout à l'heure, du chemin a quand même été fait depuis quelques décennies et on peut s'en réjouir. On ne pouvait pas imaginer d'abord la nomination d'une femme première ministre. Moi, je dis première ministre comme les Québécois et les Québécoises et qui ont plus l'habitude. Mais donc, du coup, comment dire, on a quand même parcouru un joli morceau de chemin. Il en reste un énorme à faire, bien sûr, mais on peut se réjouir d'avoir quand même un peu avancé. Un long chemin depuis quand ? Comment ? Un long chemin depuis quand ? Est-ce que le bout du chemin sera-t-il atteint le jour où on n'aura plus à préciser ? C'est peut-être un peu simple de le dire, mais qu'une personnalité a été nommée, pas simplement parce qu'elle est homme ou femme, et le jour de sa nomination, qu'elle n'aura plus à s'adresser aux personnes du même sexe ou du même genre qu'elle, peut-être, hein, pour dire que ce rêve est réalisable. Depuis Édith Cresson, on a fait ce chemin-là qui nous permet d'être là aujourd'hui. Oui.
Absolument. Alors, dans un film précédent sur les femmes ministres, j'avais interviewé Édith Cresson, qui avait refusé de paraître dans le film parce que, m'avait-elle dit, à juste titre, elle en avait marre qu'on ne la sollicite que pour des sujets sur les femmes. Elle me disait, d'autres premiers ministres, tous les autres premiers ministres sont sollicités sur l'agriculture, l'Europe, etc. On leur demande leur avis. Moi, on ne vient me voir, les journalistes ne viennent me voir que quand il s'agit de sujets sur les femmes. Et pour cette raison, elle avait refusé de paraître dans le film. Et on avait une longue conversation toutes les deux pendant 2 heures, plus de 2 heures, très passionnante. Et là, je vois qu'effectivement, tout le monde va la voir le jour de la nomination d'une femme première ministre. Voilà, depuis une semaine. Oui. On Et parle beaucoup j'ajouterais que d'Édith c'est vrai que, par exemple, l'intime est très vite pensé et seulement pensé comme féminin. Donc, comme si le public était masculin. C'est bien cette opposition qu'on retrouve là, c'est-à-dire, y compris d'ailleurs dans le monde de la culture, puisque à l'instant même, au journal, on a salué la première nomination d'une femme à la tête du Festival de Cannes. C'est quand même singulier dans ce monde du cinéma, qui a certes été très secoué mais par les questions de genre, mais c'est troublant. C'est troublant de le souligner, y compris sur France Culture. Les femmes au foyer, une histoire intime et collective. Vous en parlez, vous y revenez. Dans cette histoire oubliée des femmes au foyer, votre documentaire, Michel Dominici, on entre avec vous dans l'écran. Les femmes qu'ont-elles à voir avec la politique? Ne ferait-elles pas mieux de s'occuper de leur mari ou de leurs enfants? Elles votent, mais comment votent-elles? En connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage? Leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle? Elles se disent brimées par une législation faite par les hommes. Mais n'est-ce pas abusif? Telles sont quelques-unes des questions dont nous allons débattre ce soir. On entre dans l'écran et dans l'histoire avec cet extrait de votre film documentaire, avec cette archive, Ina, d'une émission intitulée Liberté de l'esprit, grande liberté de l'esprit pour ce présentateur donc qui se questionne sur la relation entre les femmes et la politique. Les femmes qu'ont-elles à voir avec la politique? C'est une question qui se posait en 1958 dans ces termes-là. Oui. Michel Dominici. En fait, pour revenir, quand vous disiez tout à l'heure, quand est-ce qu'on aura fait tout le reste du chemin? Pour moi, le reste du chemin, c'est qu'au XIXe siècle, les femmes se sont battues pour entrer dans la sphère publique. Elles étaient cantonnées à la sphère privée. La sphère publique était celle des hommes. Et leur combat était de rentrer dans la sphère publique par le droit de vote, par exemple. Et ce combat continue aujourd'hui encore pour les représentations, les postes, etc. Pour moi, on arrivera au bout du chemin quand les hommes auront le droit eux-mêmes d'entrer dans la sphère privée, d'être père au foyer sans être stigmatisés. Donc quand ces deux sphères seront également occupées par hommes et femmes. Donc c'est pas étonnant qu'en 1958, on s'étonne que des femmes... On se pose la question du rapport des femmes avec la politique parce qu'à l'époque, c'était un domaine encore totalement réservé, à part 2-3 exceptions qui servaient de prétexte. C'était un domaine complètement fermé aux femmes, absolument fermé. Quel est le statut de la femme dans ces années-là, dans ce tournant des années 50 et aux années 60? Alors, elle n'est pas complètement autonome encore, parce que avant 1965, elle n'a pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, ni d'avoir un compte en banque quand elle est mariée. Si elle est célibataire, c'est différent. Elle est également seconde légalement dans le foyer, puisque la notion de chef de famille ne sera supprimée qu'en 1970. Donc c'est pas un être, c'est pas une citoyenne complète encore, on peut dire. Philippe Artière, qu'est-ce que vous entendez-vous dans cet extrait qui attire votre attention, et notamment sur la question peut-être des qualités naturelles de la femme telle qu'évoquée par ce présentateur? Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent effectivement qu'on est dans un moment où la femme ne trouve pas sa place dans l'espace public, dans l'espace politique, pas encore. La question du vote est permise, ce droit-là, mais pour le reste, elle n'a pas un statut égal à celui de l'homme. Et pour en revenir à la question des femmes au foyer, qui
nous occupe aujourd'hui et qui nous intéresse, il faut rappeler que dans ces décennies, être femme au foyer, c'est presque une conquête. C'est un modèle en tout cas positif, c'est une affirmation, c'est la possibilité pour la femme de ne pas aller s'épuiser sur des travaux durs et pénibles, de ne pas avoir à ramener de l'argent pour le foyer et faire vivre la famille, mais de pouvoir s'occuper des enfants, du mari qui lui travaille, de leur éducation. C'est un statut qui est plutôt valorisé. Hein. Oui, alors l'archéologie en fait de ce moment-là, c'est le 19e siècle. Même si on peut considérer que la guerre a été un moment particulier, que les guerres sont des moments particuliers, et que 14-18 est un moment effectivement très central dans la place des femmes dans la société civile, puisque les hommes sont au front, et que la Seconde Guerre mondiale voit aussi émerger des figures, et on connaît un certain nombre de résistantes. Mais la place des femmes, et ce n'est pas ma spécialité, mais la place des femmes dans ce qui est le domicile, et le domicile, c'est d'abord une conquête de la Révolution, c'est d'abord une conquête du Code civil, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un lieu qui abrite une famille, qui abrite une mère et ses enfants. Parce que, évidemment, aujourd'hui, on est dans une espérance de vie très longue, mais au XIXe siècle, et jusqu'aux années dont on parle, en fait, il arrive qu'on meure en couche, les hommes meurent à la guerre, enfin, il y a un autre cycle du temps. Et une des choses qui est intéressante dans Femmes au foyer, c'est cette association entre un lieu et un individu. Une individu. Et ça renvoie à cette histoire très, 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 très importante dont vous avez dit qu'effectivement, c'était une forme de conquête aussi. Au XIXe siècle, on l'oublie, mais au XIXe siècle, les femmes travaillent. Les enfants et les femmes travaillent dans les milieux populaires, ils travaillent dans les mines, et la conquête d'une forme d'espace à soi, à l'intérieur d'un appartement, c'est extraordinaire. Enfin, c'est des moments, donc c'est aussi ça le paradoxe de cette histoire de la femme au foyer, ou disons du foyer, c'est que le foyer est aussi un lieu protecteur dans un premier temps. Et le foyer, il appartient souvent au patron. Il est où c'est dégarni. Mais dans ce qui constitue un peu le modèle, et c'est tout ce qui est tout à fait troublant dans cette mise en avant au début des années, dans l'après-guerre et dans le moment de la reconstruction de cette femme au foyer, c'est que finalement c'est la valorisation d'une construction culturelle de l'espace familial bourgeois. Ce qui sera remis en cause très fortement dans les années 60 et 70. Dans votre nouveau film documentaire, Michel Dominici, vous faites remonter à la surface cette histoire oubliée des femmes au foyer en puisant dans une matière de première main, les journaux intimes d'une dizaine de femmes françaises, allemandes, anglaises, mariées après-guerre. Pourquoi cette histoire-là a suscité si peu de travaux, si peu d'intérêt, avec peut-être aussi l'absence d'images et l'absence de mots mis sur ces vies, et ces vécus et ces situations? Alors, j'ai une hypothèse, mais elle ne vaut peut-être pas grand-chose, mais c'est que ces femmes, en fait, elles étaient, au moment de la deuxième vague du féminisme, années 60-70, elles étaient un peu des ennemis. Enfin, elles incarnaient le conservatisme par rapport aux féministes qui incarnaient le progrès. Et donc, on s'intéressait peu à elles parce qu'elles étaient l'opposition. En plus, comme vous le dites, il n'y a pas de matière. Si vous regardez, il y a, à part ces journaux intimes, quand moi j'ai commencé à me renseigner pour écrire ce film, je me suis dit, il va y avoir
plein de livres, il va y avoir des travaux d'historiennes, de sociologues, il va y avoir un corpus, comme il y a sur tous les sujets historiques classiques. Et là, il y a un paragraphe, un chapitre dans le deuxième sexe, un long chapitre. Il va y avoir, il y a Betty Friedan au début des années 60, un livre ici, un livre là, mais il n'y a pas de véritable corpus, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de... Et donc, du coup, forcément, ça nourrit l'invisibilité de ces femmes. On ne les entend pas, on n'écrit pas sur elles. Alors, on les fait parler dans les films ou dans les reportages, mais justement, on parle à leur place, c'est des marionnettes. Donc, on leur fait dire un peu ce qu'on a envie de leur faire dire, mais elles, leur ressenti, leur expérience, leur vécu, il était nulle part. On n'a pas de place dans l'histoire pour ce ressenti, et pourtant, ça contraste avec l'abondance d'images. C'est qu'en même temps, il y a cette image manquante, mais les images ne manquent pas sur la vie des foyers, publicité, magazines, archives télé, films amateurs. L'image de la femme au foyer, elle est iconique quand même, et elle circule, elle est heureuse, c'est une image du bonheur, avec un statut idéalisé. Elles sont peut-être même le symbole d'une France qui va bien dans ces années-là. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que les images de bonheur ne manquent pas. Toutes les autres sont absentes. C'est-à-dire, quand on a commencé, on a entrepris une recherche des archives dans les cinémathèques régionales, qui font d'ailleurs un travail magnifique, je tiens à le souligner. On s'est rendu compte que, ce que je disais à ma documentaliste, Christine Loiseau, à chaque fois je lui disais, Christine, trouve-moi des femmes qui font la vaisselle. Et elle me disait, mais il n'y a pas. Je lui disais, trouve-moi des femmes des tâches ménagères. Elle me disait, il n'y a pas. On filme que le dimanche. On filme les anniversaires. On filme les vacances. On filme la joie. Je lui disais aussi, et des enfants qui pleurent, parce que c'est quand même la vie, ça aussi. Il n'y a pas. Et donc, en fait, même nous, même dans les images amateurs, que la publicité vende le bonheur, bon, c'est à peu près logique. Mais nous-mêmes, nous sommes... et aujourd'hui encore, je le vois sur les réseaux sociaux, on filme l'extraordinaire. On ne filme pas l'ordinaire. Ça intéresse personne. Et donc, du coup, il y avait en tout et pour tout, sur 150 heures d'archives, on a trouvé 3 minutes de femmes qui faisaient la vaisselle. C'était absolument rien du tout. Donc là, c'était vraiment exhumer l'ordinaire. C'était vraiment un travail d'archéologue, justement. Parmi les objets étroitement liés à l'intime dont vous nous racontez l'histoire dans cet essai qui paraît au CNRS Éditions, Philippe Artière, il y a justement le journal. Quelle place occupait-il dans la vie de ces auteurs ou autrices, ce journal intime? Quelle part d'intime on y livre? Alors d'abord, ces journaux dont vous venez d'évoquer sont des objets, sont des sources pour l'histoire qui ont longtemps été méprisées, voire niées. C'est, je crois, un des premiers éléments, parce que vous le dites très bien, il n'y a pas d'image tournée. Quand on travaille sur la photographie vernaculaire, on trouve assez peu de photos de mise en scène dans la cuisine, de rares exceptions, quelques maris, parce que c'est beaucoup les maris qui photographient. On voit beaucoup de femmes, mais elles posent toujours devant le monument, elles posent toujours dans le jardin, elles posent toujours, disons, mais pas dans ces situations qui sont des situations domestiques, dans cet espace privé qui est notamment la cuisine, mais il y a plein d'autres espaces domestiques qui sont le salon. Non, ça, on ne pose pas là. Et par contre, c'est d'abord un premier constat quand on travaille sur l'intime, c'est à partir de quoi on va pouvoir raconter cette histoire. Et cette histoire, de fait, un certain nombre de gens avant moi, ont, notamment dans l'immense entreprise qui s'appelait l'Histoire de la vie privée, qui était parue au Seuil au milieu des années 80, a commencé à regarder d'autres objets, et des objets qui sont sans doute dans les tiroirs. Je pense, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai immédiatement pensé à un petit objet maternel, qui est un petit carnet, sur lequel ma mère a toujours noté la date d'un dîner, ce qu'elle faisait à dîner, et depuis je sais, certaines notaient la tenue qu'elle portait, et les invités.
Alors, pratique bourgeoise, certes, petit bourgeois, comme on dit dans les années 70, très petit bourgeois. Comme on n'oubliait pas non plus de noter le menu quand on recevait chez soi, pour être sûr de ne pas refaire le même menu la prochaine fois. C'est cette archive-là dont je parle. Hein. C'est une archive donc domestique. Et là, on voit bien que ce n'est pas une archive de soi. L'archive de soi, c'est le journal que Philippe Lejeune, qu'on connaît bien comme grand spécialiste, va sortir des cartons. Et ce journal, eh bien, il a quand même une fonction tout à fait paradoxale. Alors, on va écouter Philippe Lejeune, puisque vous l'évoquez. Qu'est-ce que le journal va autoriser, permettre? Qu'est-ce qu'il va apporter aussi à ces femmes? C'est très agréable de pouvoir être à distance de soi-même. Il y a à la fois dans le journal le soulagement de l'expression et en même temps une position de connaissance nouvelle. Quelqu'un qui écrit son journal, c'est quelqu'un qui peut s'observer comme un objet. Brusquement, j'avais toutes sortes de remuements de choses obscures en moi. Je les ai relativement éclaircies, mais surtout, je les ai devant moi maintenant. Elles ne sont plus en moi, elles sont devant moi. Et du coup, je peux commencer à réfléchir. Le journal, c'est un travail sur soi. Le problème, c'est que c'est un travail qui porte sur les zones sensibles. Le journal ne donne pas une image complète de la personnalité, mais il travaille les zones à problème de la personnalité. Quand vous lisez une autobiographie, vous êtes devant un texte qui est construit. Vous avez une argumentation, vous pouvez la suivre, la contester, etc. Quand vous êtes devant un journal, en fait, vous êtes d'abord un intrus devant un journal. Vous ne connaissez pas le contexte, il y a une part extraordinaire d'implicite. La personne ne parle que des choses qui la font souffrir. Les 9/10 de sa vie qui vont très bien, elle n'en parle pas. Voilà, Philippe Lejeune, un premier chercheur à avoir travaillé sur les journaux intimes qui étaient notamment conservés dans les grandes armoires bretonnes, les armoires de famille. C'est ce que vous nous racontez aussi, Philippe Artière. Il était au chemin de la philosophie en 2011 pour cet extrait. Michel Dominici, c'est intéressant cette idée du miroir déformant, parce que là, c'est un autre registre d'images qui va apparaître à vous quand vous vous plongez dans les journaux intimes de ces femmes. C'est justement toutes ces images ou ces mots, ces récits que l'histoire n'a pas mis en avant, que les journaux télé n'ont pas mis en avant. Elles se racontent, elles ne disent pas tout d'elles. Alors qu'est-ce qu'elles livrent à leurs journaux intimes, ces femmes? Alors en fait, quand je suis allée... Alors j'ai travaillé justement avec l'association créée par Philippe Lejeune qui s'appelle l'Association pour l'autobiographie en Berry-en-Bugey, et c'est là-bas que j'ai découvert et que je suis allée lire tous ces journaux. Et à la lecture de tous ces journaux, moi, ma surprise, c'est leur ressemblance. J'étais très, très étonnée. Je m'attendais à rien en particulier. On avait fait une sélection pour moi. Je me suis attablée, j'ai commencé à lire. Alors d'abord, effectivement, je me suis sentie une intruse, comme il le dit, parce qu'on rentre vraiment dans la vie de quelqu'un. Et puis après, l'autre sentiment très puissant qui m'a saisie, c'est de me rendre compte qu'elles avaient toutes la même expérience. Elles narraient toutes la même chose. Et tout en ayant le sentiment de vivre une vie très singulière. Donc ce paradoxe m'a beaucoup touchée. Et j'ai vu une grande solitude, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai voulu reconstruire ce qu'il y avait de générique dans leur expérience. J'ai enlevé le singulier, les choses qui les concernaient l'une ou l'autre, et j'ai gardé ce qu'il y avait de commun entre toutes. Et effectivement, elle parlait, comme il le dit, elle parlait des dysfonctionnements beaucoup. Et ça m'intéressait de renverser le récit. De ce récit verni verni, coloré, heureux, qu'on nous avait servi pendant des années, et de soulever un petit peu le voile et d'en livrer la part plus sombre. Voilà. Le journal intime peut être aussi un lieu d'affirmation de soi. Vous nous racontez, Philippe Artière, dans cette histoire de l'intime, dans ce chapitre consacré au journal intime. Un refuge autant qu'un instrument pour une émancipation des normes familiales. Vous citez Marie Bach-Kirsteff, qui est l'une de ces diaristes, autrices d'un journal intime, dans la préface qu'elle rédige en 84. À l'édition posthume de son journal, elle dit « Si je ne vis pas assez pour être illustre, ce journal intéressera les naturalistes. C'est toujours curieux la vie d'une femme, jour par jour, sans pause, comme si personne au monde ne devait jamais la lire, et en même temps avec l'intention d'être lue, car je suis sûre qu'on me trouvera sympathique, et je dis tout, sans cela, à quoi bon? Du reste, cela se verra bien que je dis tout. » Elle est intéressante, cette idée aussi de savoir pour qui on écrit, finalement, pour qui ces femmes écrivaient ce journal.
Philippe Alors, ce qui est Artière. intéressant avec Marie Bastide, dont le journal a été édité par Claire Pollan il y a quelques années, dans une édition magnifique, une édition complète, c'est qu'en fait, c'est aussi un moment de retournement par rapport à ce qu'est le journal au départ. Parce que le journal, et souvent avec Philippe Lejeune, à la suite de son Moi des Demoiselles, nous discutions de cela, c'est d'abord un dispositif normatif de contrôle. Ce sont les mères qui demandent aux petites filles, les fameuses petites filles que nous évoquions, d'écrire leur journal, de dire ce qu'elles ressentent, de tout dire. Et puis, ce qui est intéressant dans chez certaines, c'est ce moment on peut utiliser ce gros mot de subjectivation, c'est-à-dire comment, à travers ce journal, cette mise à distance, ce cher journal, puisque souvent c'est cher journal, eh bien, un dialogue s'instaure et progressivement une forme d'émancipation et de résistance par rapport en particulier aux parents, parce qu'il faut quand même imaginer cette sphère familiale au XIXe siècle qui est extrêmement fermée sur elle-même, avec ses appartements, en l'occurrence des appartements bourgeois, qui sont où il y a les salles de réception et puis il y a l'espace privé et l'espace dit intime. Et c'est là que on tient son journal. Et paradoxalement, c'est aussi là qu'on se met à s'écrire soi-même, ce qui est disons, un véritable événement. C'est un événement. Alors, Marie appartient un peu au milieu littéraire, donc elle est en permanence, disons, devant le miroir. Ce qui n'est pas le cas de toutes. Et parmi celles qui sont conservées à la part, les jeunes filles du 19e siècle, c'est pas les jeunes filles, les femmes des années 50. Il y a voilà, et ce journal, elles l'écrivent peut-être à l'insu de leur mari. On écoute Anna. Je n'ai pas écrit depuis longtemps car tout a été si vite. Il y a 10 mois à peine que je me suis mariée. Et me voilà maintenant face à ma fille. C'est vertigineux. Je réalise que c'est autant sa naissance que la mienne. Je ferai tout pour être une bonne mère. Rien ne sera jamais plus comme avant. Je suis folle de tendresse, de solitude et d'inquiétude aussi. Mon homme dit que le bonheur est simple, que vivre et être heureux ensemble, c'est ça la vie. Et que par conséquent, écrire est devenu superflu. Alors on écoute plutôt les mots d'Anna, dans la voix de la comédienne de la Comédie Française, Coralie Zao-Nero, extrait de votre film documentaire, Michel Dominici, l'histoire oubliée des femmes au foyer, à voir sur Arte. Qui est cette Anna qui se raconte et qui dit combien écrire était important pour elle, et à la naissance de son enfant, écrire était devenu superflu. Qu'est-ce que ça a représenté, on l'entend à travers ce témoignage, l'écriture jusque-là, un espace à soi, la possibilité d'ouvrir un tout petit peu la porte d'un monde clos? Oui, alors moi je l'ai plutôt ressenti comme l'amie qu'elle n'avait pas, parce que c'était ce qu'elles avaient tout en commun, ces femmes, c'est une immense solitude. Elles quittent le village ou la ville dans laquelle elles ont grandi, pour la plupart, pour suivre leur mari. Et elles se retrouvent seules dans le logement, pendant que lui est au travail, sans aucune compagnie. Et du coup, ce journal et cette écriture, c'est comme un ami imaginaire à qui elle s'adresse, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai une espèce de complicité. Il y a un rapport amical, j'ai trouvé. Voilà. Beaucoup confient quand même aussi leur solitude, la dépression, le choc, le tournant que représente le départ des enfants du foyer, la perte de sens dans leur vie à ce moment-là. Et c'est vrai que
On voit à la lecture de ces journaux intimes dont vous vous rendez compte dans ce film comment ce modèle de bonheur idéal se fissure aussi à la lecture de ces récits. Est-ce que toutes ces paroles réunies, lues ensemble, vous semblent être comme une libération après coup de la parole aussi de ces femmes au foyer, sur ce qu'était la réalité de cette vie-là, leurs aspirations, les bonheurs déçus? Alors, en fait, des retours que j'ai eus déjà, des gens qui l'ont vu, c'est assez libérateur apparemment de les entendre parce que effectivement, elles disent ce qui... Il y a du tabou aussi autour de cette condition de femme au foyer. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a une historienne qui s'appelle Catherine Blunden qui a fait un livre d'histoire sur les femmes au foyer, un des rares livres d'histoire, et elle dit que l'homme est le producteur et la femme est l'idéologue. Et son rôle à elle, c'est de mettre en scène le succès de son mari. Donc, dire des choses comme ça, dire que ça ne va pas, c'est questionner le couple même et l'image de ce couple parfait. Et vous l'écrivez d'ailleurs, Philippe Artière, l'intimité qui s'invente au 19e et qui perdure jusqu'aux années 60 est avant tout hétérosexuelle et patriarcale. Quand on parle d'une histoire de l'intimité, quand on l'écrit comme vous sur 250 ans, c'est une histoire de l'intimité féminine en fait qu'on raconte, parce qu'il n'y a pas d'intimité masculine. Il n'y a pas cet espace-là qui est comme un domaine réservé presque de la femme jusqu'aux années 60. C'est-à-dire que cette intimité-là, qui est l'intimité de façade, qui est au fond ce qu'on donne à voir à travers son propre rapport au corps, mais à l'extérieur. Et le fameux miroir psyché qu'on a dans la chambre à coucher et qui donne peut-être, qui garde en lui, j'aime bien penser que les miroirs gardent les images. Eh bien, les images ne sont pas toutes comme celles qu'on va projeter sur le mur du salon un dimanche ou un samedi soir devant les amis, où tout le monde sourit. Et c'est cette, disons, ces deux côtés du miroir qui, moi, m'intéressaient dans cette histoire de l'intime, et une histoire de l'intime qui avait aussi, pour les années qui sont ces années de l'après-guerre et des années 60, des archives dont on oublie de dire qu'elles sont là. Je pense notamment à des archives incroyables, ce sont les archives de Ménie Grégoire. Toutes ces lettres envoyées à l'émission et qui disent exactement tout ce que vous décrivez là, voilà, qui n'ont jamais été ouvertes. Lettres envoyées, des journaux aussi, des journaux intimes signés par ces femmes que vous racontez dans ce film, Michel Dominici, l'histoire oubliée des femmes au foyer à voir sur Arte. Et toute cette grande histoire de 150 ans de l'intime, Philippe Artière, est à lire dans votre essai qu'on aura juste évoqué, Histoire de l'intime. Merci d'être venu discuter avec nous aujourd'hui autour de cette grande table des idées avec à la technique Jean-Guy Limège, une grande table programmée par Lucas Bretonnier, préparée par Laura Dutèche-Pérez.